1,2 degrés. C'est la hausse moyenne de température de l'atmosphère que l'on a déjà causée par rapport à la période pré-industrielle que l'on considère avoir commencé en 1750. Les responsables, vous les connaissez, les gaz à effet de serre. Alors, petit rappel vite fait sur l'effet de serre. Lorsque le rayon solaire arrive sur notre planète, 30% est directement réfléchi vers l'espace par les nuages, à peu près 20%, les diverses couches de l'atmosphère, à peu près 6%, et la surface de la Terre, à peu près 4%. Cela s'appelle l'albédo. Je vous renvoie à ma vidéo dédiée que je vous mets ici pour en savoir plus sur cet effet trop peu connu. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner. Vous êtes encore nombreux à regarder sans être abonnés, c'est dommage car la chaîne propose beaucoup de contenu similaire à celui-ci. Alors une fois qu'on retire l'effet de l'albédo, le restant arrive sur la surface de la Terre, ce qui la réchauffe. Or ici, vous avez probablement souvent dû entendre que ces surfaces réchauffées réémettaient des infrarouges. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Elles ont deux autres manières de se débarrasser de leur énergie. Elles peuvent transmettre leur chaleur par contact, le sol va réchauffer l'air, les océans vont se réchauffer en profondeur, etc. Et autre manière, elles peuvent évaporer de l'eau. Si c'est un océan ou un lac, eh bien elles évaporent directement. Si c'est un sol, c'est l'eau qui contient, qui y passe. En général, les trois phénomènes ont lieu simultanément. Reconcentrons-nous maintenant sur la réémission d'infrarouges par le sol. Ces infrarouges n'ont pas la même longueur d'onde que les rayons provenant du soleil, et c'est là que les gaz à effet de serre rentrent en jeu. Ils avaient laissé passer les rayons sans problème au voyage aller, mais ces nouveaux infrarouges de nouvelles longueurs d'onde sont plus ou moins interceptés, ça dépend de la nature du gaz, par ces gaz à effet de serre, qui eux n'ont pas d'autre choix que de les réémettre dans tous les sens. Une partie vers l'espace et une partie vers la Terre. Et là, ils vont réchauffer la surface terrestre, et rebelote. Sans effet de serre, et à albédo constant, la température moyenne sur Terre chuterait à moins 18 degrés. Mais à cette température, la glace s'étendrait sur le globe, l'albédo terrestre augmenterait et la température se stabiliserait vraisemblablement en dessous de moins 50. Mais alors, où est le problème ? Eh bien l'homme, de par ses activités, pour le transport, l'industrie, le chauffage des bâtiments, et ainsi que la production d'électricité, la déforestation, la fabrication du ciment, de l'acier, de l'aluminium, des engrais et de l'agriculture de façon générale, a perturbé l'équilibre qu'il s'était créé. En 2019, les taux de CO2 et de méthane dans l'atmosphère ont augmenté respectivement d'environ 48% et 160% depuis 1750. La concentration de CO2 est beaucoup plus élevée qu'au cours des 2 millions de dernières années. Les concentrations de méthane sont bien plus élevées qu'elles ne l'étaient au cours des 800 000 dernières années. Attention cependant, le climat n'a jamais été figé dans le temps. Il a toujours subi des modifications. Ce qui pose problème, c'est la vitesse à laquelle cela se passe. Pour exemple, la dernière déglaciation s'est soldée par une hausse de température d'environ 4 degrés et une élévation du niveau marin d'environ 120 mètres, avec des phases où le niveau montait de 4 à 5 mètres par siècle. Et pourtant, elle se serait déroulée sur environ 8000 ans, ce qui n'empêche pas une déglaciation d'être déjà un événement extrêmement violent et rapide sur le plan géologique. Alors imaginez, dans les scénarios où on ne ferait rien, les températures seront 4 degrés voire plus au-dessus des températures d'avant 1750. En 350 ans, on aura créé un écart de température équivalent à une déglaciation. Rien de moins que ça. Mais alors, où passe cette chaleur ? Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas l'atmosphère qui reçoit le plus de cette chaleur supplémentaire. En fait, plus de 90% du surplus d'énergie du système climatique a été stocké dans l'océan au cours des 50 dernières années. Le reste réchauffe l'atmosphère, fait fondre les glaces et réchauffe les continents. D'ailleurs, quand on dit que la température moyenne de l'atmosphère mondiale était 1,2 degré plus chaude qu'avant l'ère industrielle, saviez-vous que cette augmentation n'est pas uniforme sur Terre en fait ? En effet, l'atmosphère au-dessus des continents se réchauffe plus vite qu'au-dessus des océans. Sur cette carte de la NASA, on peut voir comment se répartit cette augmentation de température. Attention cependant, sur cette carte la comparaison est faite par rapport à la période 1956-1976, et non par rapport à l'ère pré-industrielle. On voit aussi que le pôle Nord est le plus touché. Cela est notamment dû à sa perte d'albédo, je vous renvoie encore une fois à mes vidéos dédiées qui s'affichent ici. Alors je vous ai parlé des gaz à effet de serre, mais je vais vous parler un peu de ce qu'on appelle les rétroactions positives. Enfin positives. Elles donnent positif que le nom, car en fait elles aggravent le problème. Prenons la vapeur d'eau. Je vous passe les détails, mais plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau, qui est un gaz à effet de serre. Ainsi, le réchauffement climatique augmente la quantité de vapeur d'eau atmosphérique, ce qui perturbe le cycle de l'eau en modifiant le régime de tempête par exemple, mais surtout, cette vapeur d'eau crée encore plus de réchauffement qui augmente la quantité d'eau dans l'atmosphère, etc., etc. C'est un peu comme un effet boule de neige. Des rétroactions, il y en a quelques-unes comme celle-là.
la fonte du permafrost qui relargue du méthane, l'augmentation des feux de forêt, les réchauffements des océans qui ne savent plus stocker autant de CO2 qu'avant, et parfois même des rétroactions de notre propre fait. Prenons l'exemple des climatiseurs. Le réchauffement climatique augmente la fréquence, la durée et la puissance des canicules, et donc la demande en climatiseurs. Anecdotique, me direz-vous? L'Inde devrait voir son marché des climatiseurs individuels exploser, passant de 30 millions d'unités en 2018 à 1 milliard d'ici 2050. Or, une très grande part de l'électricité indienne est produite avec du charbon, ce qui contribue massivement au réchauffement climatique. Réchauffement qui est responsable des canicules, elle-même responsable de l'augmentation du nombre de climatiseurs, responsable d'une augmentation de la consommation de charbon. Joli petit cercle vicieux. Alors, émissions de gaz à effet de serre, émissions de gaz à effet de serre, ok, mais ça représente beaucoup d'émissions. En 2018, les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'origine anthropique, à l'exclusion de celles liées au changement d'affectation des terres, équivalent à 52 milliards de tonnes de CO2. Parmi ces émissions, 72% sont du CO2, 19 du méthane, 6 du protoxyde d'azote et 3 des gaz fluorés. J'ai fait une vidéo sur le méthane, une sur le protoxyde d'azote, et j'évoque les gaz fluorés dans ma vidéo sur le protocole de Montréal. Je vous mets tout ça ici. Les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont estimées comme suit. Électricité et chauffage, 25%. Agriculture et sylviculture, 24%. Industrie et fabrication, 21%. Transport, 14%. Et bâtiments, 6%. Si l'on ne fait rien et que l'on reste sur la tendance actuelle, le réchauffement d'ici 2100 sera de 4 degrés voire plus. Mais cela ne sera pas uniforme, comme on peut le voir sur cette projection. Si cela devait se produire, cela aurait des conséquences terribles. Réchauffement et montée des océans, sécheresse, canicule, inondations, tempêtes, ouragans plus forts et plus fréquents, perte de rendement agricole dramatique, perturbation de la faune et de la flore mondiale et des sociétés qui en dépendent, etc. etc. Je vous renvoie à mes autres vidéos pour en savoir plus. En vertu de l'accord de Paris de 2015, les pays ont collectivement convenu de maintenir le réchauffement bien en dessous de 2 degrés, grâce aux efforts d'atténuation. Cependant, avec les engagements pris dans le cadre de l'accord, et pour peu qu'ils soient tenus, les réchauffements climatiques atteindraient encore environ 2,8 degrés d'ici la fin du siècle. Limiter le réchauffement à 1,5 degré nécessiterait de réduire de moitié les émissions d'ici 2030 et d'atteindre des émissions proches de zéro d'ici 2050. Je m'arrête 2 secondes sur cette information. Nous sommes début 2022 à l'heure où j'écris cette vidéo et on a 8 ans pour diviser par 2 nos émissions de CO2. Les mesures à prendre sont juste titanesques. Conformément à l'engagement pris par de nombreux pays d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050, les émissions de CO2 doivent en conséquence diminuer de 1,4 milliard de tonnes en moyenne chaque année. Il s'agit d'une quantité comparable à la baisse enregistrée en 2020 à cause du Covid en fait, soit 1,9 milliard de tonnes. Sur ce schéma tiré d'un rapport du Shift Project, on peut voir que plus on attend pour s'y mettre, plus on devra rattraper le retard pris à cause de notre attente. Ce schéma s'applique à une limitation à 2 degrés, et pourtant, à 2 degrés, les conséquences sont déjà bien plus graves qu'à 1,5. Mais même 2 degrés demandent un effort considérable. Autre graphique du même rapport, toujours pour un réchauffement à 2 degrés, où l'on voit encore mieux l'importance de s'y mettre le plus vite possible. Cette vidéo sert uniquement de base pour comprendre l'impact de l'homme sur le climat. Je vous recommande d'aller regarder mes vidéos sur les conséquences du réchauffement climatique, montée des océans, perte du corail, inondations, canicules, le coût financier du réchauffement climatique, la fonte des glaces, impossible arrêt du Gulf Stream, etc. etc. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.